Voyons maintenant comment on va procéder pour identifier les espèces chimiques. On peut utiliser soit des méthodes physiques ou soit des méthodes chimiques. Alors les corpus ont des caractéristiques physiques qui leur sont propres, c'est-à-dire des températures de changement d'état, passage de l'état solide à l'état liquide ou encore de l'état liquide à l'état gazeux, donc ils sont observés pour des températures bien précises et qui leur sont vraiment caractéristiques. Ça peut être aussi la masse volumique ou la densité, ça peut aussi être la solubilité, c'est-à-dire la masse maximale de l'espèce chimique qu'on va pouvoir dissoudre dans un solvant pour former 1 litre de solution, ou ça peut encore être l'indice de réfraction, c'est une grandeur qu'on verra un petit peu plus tard dans la. Alors pour reprendre sur les températures de changement d'état, si on prend par exemple un liquide et on observe qu'il passe à pression ambiante à l'état gazeux à 100 degrés Celsius et à l'état solide à 0 degrés Celsius, eh bien vous savez qu'il s'agit d'eau de l'espèce chimique eau, le corps pur eau. Maintenant, on peut aussi identifier l'eau grâce à sa masse volumique ou sa densité. Alors pour calculer la masse volumique, c'est une grandeur physique qu'on va noter avec une lettre qui est une lettre grecque et qu'on lit ρ. On effectue le rapport entre la masse du corps et son volume. Donc, par exemple, pour l'eau, on va prendre un volume de 100 ml d'eau, on va mesurer la masse correspondante, on trouve 100 grammes, si bien que la masse volumique de l'eau, on divise la masse par le volume, 100 grammes par 100 ml, c'est-à-dire 1 gramme pour 1 millilitre. Alors on pourrait aussi l'exprimer en grammes par litre, c'est-à-dire pour un volume 1000 fois plus grand, et on trouverait évidemment une masse qui serait 1000 fois plus grande, c'est-à-dire 1000 grammes pour 1 litre ou encore 1 kg pour 1 litre. Et attention, parce que ça dépend de la température, ça c'est valable à 20 degrés Celsius. On peut faire la même expérience avec de l'huile, on en prend 100 ml, on va pas trouver la même masse, on va trouver 80 grammes. Donc ça veut dire une masse volumique, masse divisée par le volume, 80 grammes divisé par 100, 0,80 grammes millilitres. Donc ça c'est la masse volumique de l'huile qui a été utilisée. Alors attention, chaque huile a sa propre masse volumique. Mais on peut calculer également la densité d'un liquide ou d'un solide, densité qu'on va noter avec la lettre D, en effectuant le calcul suivant, c'est-à-dire en divisant la masse volumique du corps étudié par une référence, et la référence c'est l'eau, en prenant les mêmes unités. Donc par exemple, la densité de l'eau, on va diviser la masse volumique de l'eau par elle-même, donc on va trouver une densité qui sera égale à 1. Mais si on calcule la densité de l'huile, on va diviser la masse volumique de l'huile par la masse volumique de l'eau avec les mêmes unités. Masse volumique de l'huile, on a trouvé 0,80 g pour 1 ml. Masse volumique de l'eau, on a trouvé 1 g pour 1 ml. 0,80 divisé par 1, ça fait 0,80. Donc la densité de l'huile qui a été utilisée ici est de 0,80. Elle est inférieure à celle de l'eau, et d'ailleurs comme il forme un mélange qui est hétérogène, on l'a vu dans le premier paragraphe du cours, et bien comme l'huile a une densité qui est inférieure à celle de l'eau, on va la retrouver au-dessus quand il forme un mélange hétérogène. Identification par des tests chimiques. Alors vous connaissez quelques tests chimiques pour identifier soit le dioxyde de carbone, soit pour identifier l'eau. Pour identifier le dioxyde de carbone, on utilise de l'eau de chaux. Donc de l'eau de chaux qui au départ est limpide, on la verse dans un tube à essai qui contient du dioxyde de carbone, on agite, on observe que l'eau de chaux s'est troublée, on vient de mettre en évidence le dioxyde de carbone. Pour mettre en évidence maintenant de l'eau, on utilise du sulfate de cuivre anhydre et on dépose sur le sulfate de cuivre anhydre un liquide. Si on observe qu'il bleuit, eh bien cela signifie que le liquide contenait de l'eau. Donc voilà des tests chimiques qui vont permettre de mettre en évidence quelques espèces chimiques. On termine par une méthode permettant la séparation et l'identification des constituants d'un mélange. Cette méthode, c'est la chromatographie sur couche mince ou CCM. Alors je ne vais pas reprendre ici toutes les étapes de la réalisation d'une CCM. Je vais simplement analyser le résultat qu'on obtient et qu'on appelle un chromatogramme. Très brièvement, je rappelle qu'au début de l'expérience, sur la phase fixe, on a tracé une ligne qu'on appelle la ligne de dépôt et sur laquelle on a fait des dépôts d'espèces chimiques. Un premier dépôt qu'on a noté M, ensuite un autre dépôt qu'on a noté E. Après les étapes d'élution et de révélation, on voit des taches apparaître.
chaque tâche correspond à une espèce chimique. On va faire deux lectures. D'abord une lecture verticale, c'est-à-dire qu'au-dessus de chaque dépôt, on va regarder combien de tâches on observe, et ensuite une lecture horizontale. Alors pour le dépôt M, on observe par lecture verticale, c'est-à-dire au-dessus de M, on observe deux tâches. Cela signifie qu'il y a deux espèces chimiques, le dépôt M était bien un mélange. En revanche, pour le dépôt E, on observe à la verticale une seule tâche, donc le dépôt E est un corps pur. Une fois qu'on a fait cette lecture verticale, on fait maintenant une lecture horizontale. Ce qu'il faut savoir que sur un même chromatogramme, lorsqu'il y a deux tâches qui sont à la même hauteur, eh bien, il s'agit de la même espèce chimique. Donc ça va permettre de réaliser une identification. On observe que pour le dépôt M, une des tâches est à la même hauteur que la tâche du dépôt E, donc cela signifie que le mélange M contient l'espèce E.